Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, on va parler pendant une heure et demie, peut-être 2 heures, du mal de dos lombaire et de la manière dont on peut le soulager par le yoga. Alors, je vous ai mis en photo ce bonus, là, ce livre, c'est un livre en PDF, hein, mais quand même assez conséquent. Et vous pouvez le télécharger gratuitement sur mon site. Mais donc, sachez qu'il y aura un support écrit de ce cours, hein, très complet. Et notamment, ce qui me tient à cœur dans ce bonus, c'est que vous ayez toutes les références bibliographiques. Ce que je vais vous raconter là ce soir, ça ne sort pas que de mon expérience. Hein, je vous dirai quand ça relève de l'anecdote et de mon expérience professionnelle. Mais ça relève vraiment de données scientifiques. Alors bon, pour pas surcharger la présentation, je les ai pas mises là dans les slides, mais vous les retrouverez. Donc je sais plus combien il y en a, 150, enfin voilà, dans ce document, si ça vous intéresse. Allez, je vais commencer par me présenter, comme ça permettra à tout le monde d'arriver, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc je m'appelle Muriel, je suis kinésithérapeute depuis 2001, donc ça commence à dater, et ostéopathe également depuis 2008. Hein. Ça veut dire que j'ai repris mes études et j'ai fait 5 ans d'études à temps partiel pour devenir ostéopathe après mon diplôme de kiné. Et j'ai toujours travaillé en libéral. Hein. J'ai un cabinet de soins et j'ai fait que de l'exercice en libéral. Donc autant vous dire que des patients qui ont mal au dos, en libéral, en tant que kiné et ostéopathe, on en croise un petit nombre. Alors, je me suis sans arrêt formée parce que j'aime ça et parce que en tant que kiné, on a le droit de se former, même le devoir maintenant de se former 2 fois par an. Donc j'ai fait énormément de formations, que ce soit sur des techniques pures de pratique, hein, pratique ostéopathique aussi, ou de thérapie manuelle. Et puis j'ai énormément aimé la périnatalité. Donc j'ai fait beaucoup de rééducation périnéale, abdominale, hypopressive, que ce soit en ostéopathie ou en rééducation périnéale. Et bon voilà, après j'ai fait quelques petites formations annexes, hein, voilà. Je me suis beaucoup formée sur les scolioses également et sur les chaînes physiologiques de Busquet, c'est-à-dire la manière de comprendre le corps et la manière dont il s'organise en chaîne musculaire notamment. Voilà. Et puis pour ce qui nous intéresse et ce qui vous intéresse vous là surtout, quel est mon rapport au yoga? Donc j'avais commencé par une formation en pilates et puis j'ai découvert le yoga lors de ma grossesse, donc voilà, il y a 14 ans, je peux dater assez précisément. Et j'ai toujours pratiqué des formes de yoga assez dynamiques. D'abord de l'ashtanga et après du vinyasa. Alors même si évidemment je suis curieuse, donc j'ai testé d'autres formes de yoga, mais vraiment mon cœur palpite pour les formes de yoga dynamiques. Ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que quand j'ai débuté le yoga, j'étais déjà kinésithérapeute depuis 8 ans. Ça veut dire que moi, quand j'ai débuté le yoga, j'ai pas du tout compris ce qu'était le yoga. Hein. Je l'ai pratiqué avec un biais cognitif énorme et que j'assume. Hein. C'est-à-dire quand on me faisait faire une posture, moi je me disais tout le temps ah mais c'est bien, ça fait travailler tel truc, tel muscle. Ah ben je pourrais l'utiliser pour tel patient. Je pourrais voilà. J'ai absolument pas compris ce qu'était le yoga. Je suis pas sûre de l'avoir tout à fait compris non plus, mais parce que j'étais déjà trop thérapeute dans l'âme quand j'ai débuté. Et puis, après, j'ai eu 40 ans, la crise du Covid, ça faisait 20 ans que je pratiquais en libéral. Et là, j'ai eu une vraie remise en question professionnelle, alors que j'avais toujours été passionnée sur mon lieu d'exercice. Le cabinet, ça a commencé de m'ennuyer un petit peu. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'aventure de ce blog, Adapter son yoga, qui fête ses 2 ans quasiment jour pour jour aujourd'hui. Donc, moi, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai des connaissances transversales hein, du yoga, des connaissances transversales tout court, pardon, où kinésithérapie, ostéopathie, yoga, pour moi, ça fait sens et pour moi, c'est forcément un yoga thérapeutique, ce qui m'est reproché parfois et que j'assume. Hein, voilà, c'est vrai que j'ai ce biais-là cognitif. Alors comme le blog a 2 ans, hein, j'ai envie de faire des cadeaux ce soir, donc il y en aura 3 en tout, je vous dévoile le premier. Alors, le premier, il y aura un tirage au sort mardi 6 mai. Alors, pourquoi aussi tard? C'est pour permettre à ceux qui me regarderont en replay de participer également au tirage au sort. Alors, c'est très simple le jeu. Il va falloir que... C'est très simple et en même temps, ça va vous obliger à participer différemment à ce live. Il va falloir que vous publiez sur un réseau social, que ce soit Facebook ou Instagram, une idée que vous avez retenue par rapport à ce live, que vous allez mettre en place dans votre pratique. Que ce soit parce que vous allez enseigner différemment, vous allez dire ah bah oui ça a fait sens, je vais modifier ma manière de pratiquer,
ou que ce soit par rapport à votre pratique personnelle, hein, si vous n'êtes pas enseignant, vous allez vous dire, ah bah oui, ça, je vais modifier mon approche. Donc, il faut que je sois prévenue, donc il faut me taguer. Hein. En général, c'est Muriel Adapter son yoga. Donc ça, c'est sur Instagram, sur Facebook, vous me retrouverez facilement également. Si vous me taguez pas, donc avec le arrobase, je ne saurai pas que vous avez participé au concours. Donc c'est important. Et en cadeau, c'est quand même le plus important pour vous, le cadeau. C'est 45 minutes de coaching ensemble. Donc on se connecte sur Zoom, peut-être en présentiel si on voit qu'on habite géographiquement dans la même zone. Et dans ces 45 minutes de coaching, voilà ce que j'ai l'habitude de proposer. Soit vous êtes enseignant et vous avez une problématique particulière avec un élève, par exemple, avec une partie de votre enseignement qui vous pose problème, on en discute, on avance dessus. Ou alors, tout va bien et vous préférez que j'analyse une problématique de santé, une manière de réaliser les postures peut-être qui ne vous conviennent pas. Et voilà, en général, on avance bien comme ça. Allez, on va débuter. Donc, ce soir, on va se demander comment il faut faire pour enseigner un yoga qui soulage les douleurs lombaires. Parce que les chiffres, ils sont hallucinants au niveau des douleurs lombaires. Alors écoutez bien, 2017, un Français sur deux qui a eu mal au dos, 3/4 des Français qui auront mal au lombaire entre 20 ans et 90 ans, 30% des arrêts de travail longs sont liés à des douleurs lombaires, donc il y a un vrai enjeu de santé publique. Et en 2010, les lombalgies, ce qu'on appelle lombalgie, ce sont les douleurs lombaires, c'était la première cause d'arrêt de travail et d'accident du travail. Et c'est même, avec les troubles musculo-squelettiques, 85% des dossiers de maladies professionnelles, alors qu'on parle beaucoup de l'amiante, par exemple, et l'amiante, c'est 9% des dossiers de maladies professionnelles. Alors pourquoi je vous embête avec les chiffres? C'est pour vous dire que forcément, dans vos élèves, c'est presque... Vous voyez les chiffres, c'est presque la norme finalement d'avoir mal au dos à un moment donné dans sa vie. Donc forcément, vous allez être confronté dans votre vie de professeur de yoga à un élève ou des élèves qui ont mal au dos. D'ailleurs, vous pouvez me le dire dans le chat, j'imagine que si vous êtes connecté ce soir, c'est que c'est une problématique qui fait sens pour vous. Mais voilà, vous en avez sans doute beaucoup dans vos cours. Alors, à quel âge on souffre des lombaires? Alors ça peut être à tout âge, mais c'est particulièrement les 40-60 ans. Et en fait, il n'y a qu'une classe d'âge qui est épargnée par le mal de dos lombaire, c'est l'enfance. Les hommes sont à égalité avec les femmes, pas de problème. Tout le monde a mal au dos, hommes et femmes de manière égale. Ce qui est intéressant, c'est les facteurs de risque. Avez-vous une idée? Vous pouvez me dire peut-être dans le chat ce qui fait, quel facteur de risque fait qu'on peut avoir plus mal au dos, qu'on est plus susceptible d'avoir mal au dos. Je vous attends dans le chat. Alors il y en a que vous allez trouver parce qu'ils sont de bon sens. Sédentarité, voilà, ouais, c'est top, c'est bien. Posture assise, voilà, ça c'est moins sûr. Émotion, ok. Émotion, on va bien en parler, ouais. Stress, très bien. Ok. Alors il y en a, port de charge lourde au travail, ouais, tout à fait. Une mauvaise posture. Alors une mauvaise posture, oui et non. C'est plutôt une posture longuement maintenue. Une posture contraignante. Par exemple, un dentiste, vous voyez, ils ont souvent une posture de travail très particulière, maintenue longtemps. Et puis toutes les postures aussi, on est penché en avant longtemps. Ça, ce sont des postures qui créent mal au dos. Il y a des facteurs de risque que vous ne m'avez pas trop dit et qui vont vous surprendre à mon avis, c'est le fait de souffrir d'une maladie chronique. Quand on souffre déjà d'une maladie chronique, on a plus de chances en plus d'avoir mal au dos. Par exemple, si on souffre de diabète, d'asthme, de dépression, quelqu'un m'a dit le stress, mais là c'est plus particulier, c'est la dépression et les migraines aussi. Voilà, vous voyez, c'est vraiment pas évident de se dire qu'une migraineuse chronique a plus de chances d'avoir mal au dos. Vous voyez, c'est pas des liens qu'on fait naturellement, mais vous allez comprendre plus tard dans l'exposé pourquoi le fait d'être déjà exposé à une maladie chronique renforce le risque de souffrir de mal de dos. Et puis, ce que vous m'avez cité beaucoup, c'était des facteurs comportementaux. Et il y en a un que vous n'avez pas dit, mais je vous comprends parce que moi-même, je suis toujours... quand je le relis, je suis étonnée. Mais il y a le tabagisme, par exemple. La sédentarité, donc le surpoids, vous l'avez pas dit, tiens, le surpoids.
le fait de travailler, d'avoir un travail physique avec des ports de charge lourdes, faire des flexions répétées ou maintenues, et puis toutes les postures inconfortables maintenues. Voilà, donc en fait, vous voyez, le mal de dos, il n'est pas vraiment héréditaire. Ce qu'on va transmettre plutôt dans la famille, contrairement à des idées reçues, ce qu'on va plutôt transmettre, c'est le mode de vie. Donc c'est l'épigénétique. Si par exemple on est dans une famille, bon alors certes, il y a des maladies chroniques qui sont héréditaires, mais si on est dans une famille où classiquement on est sédentaire, on fume, vous voyez, c'est plutôt ce genre de choses qu'on transmet en fait pour le mal de dos. Ok. Alors aujourd'hui, on va parler de la lombalgie commune uniquement. Alors, la lombalgie commune, c'est vraiment particulier. C'est une douleur lombaire, donc dans les reins, c'est donc le bas du dos uniquement, je ne parle pas du haut du dos. C'est une douleur lombaire située dans le bas du dos, sans signe d'alerte. Alors, c'est quoi un signe d'alerte? C'est aussi ce qu'on peut appeler en médecine un drapeau rouge, c'est-à-dire un signe qui va vous faire dire, oh là, il y a un truc médical, c'est pas pour moi, je le réadresse. Donc les plus communs, c'est le traumatisme. Moi, je prends toujours cet exemple, mais c'est évident. Si votre élève il vous dit j'ai fait une chute de 3 mètres, j'ai mal au dos, est-ce que je peux venir au yoga? Vous allez lui dire bah non, tu vas d'abord voir ton médecin. Drapeau rouge, voilà, celui-là vous le repérez bien. Il n'est pas pour le yoga. Et donc là, on ne sera pas dans le cas d'une lombalgie commune s'il avait mal au dos, par exemple sur une fracture. La lombalgie commune, c'est j'ai mal au dos et en gros, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas de drapeau rouge, donc j'ai cité le traumatisme, mais il n'y a pas non plus d'altération de l'état général, pas de fièvre, pas de perte de poids importante, voilà. Et cette douleur, elle peut irradier un petit peu. Elle peut être dans le bas du dos, mais on admet qu'on est toujours sur une lombalgie commune si elle descend un petit peu dans la fesse ou dans le membre inférieur. Alors, parfois, le début, il peut être très aigu, c'est le lumbago, c'est plutôt rare comme début en fait, c'est la crise vraiment invalidante qui est plutôt rare. Là, si vous en avez déjà vu ou déjà fait, c'est très impressionnant. La personne est complètement bloquée, ne peut plus bouger, en général elle est clouée au lit, c'est vraiment impressionnant et elle a peur effectivement de rester comme ça, alors qu'en général ça passe en quelques jours. Mais souvent le début est plus progressif, et il n'y aura donc pas d'autre diagnostic médical que, eh bien, vous avez mal au dos, mais on le dit autrement, vous avez une lombalgie commune. Alors, c'est une très bonne nouvelle pour le patient, parce qu'on préfère qu'il ait une lombalgie commune qu'une fracture. Néanmoins, lui, il va pas le prendre comme ça. Lui, il va être très frustré, ce patient. Il se dit, mais j'ai mal quand même, c'est pas dans ma tête, j'ai vraiment mal. Et c'est très difficile à admettre pour le patient qu'il n'y ait rien. On va beaucoup en parler ce soir. Le patient se demande pourquoi j'ai mal au dos, pourquoi je suis bloqué, et il va essayer de trouver une réponse à sa douleur. Alors il va en général chercher quelque chose qui n'est pas la bonne réponse. Il va se dire, comme quelqu'un a dit là, c'est ma posture, ça doit être parce que je me tiens mal. Ou bien il va dire, c'est à cause de mon matelas, il faudrait que je change de matelas, ou ma chaise au travail, ou quelque chose comme ça, sans prendre en compte que non, c'est pas ça. Son problème, c'est la sédentarité, la maladie chronique, l'hygiène de vie, vous voyez, c'est un problème multifactoriel. Plus tout ce qu'il a dans sa tête, le stress, voilà, c'est tout ça qui fait qu'il a mal au dos et c'est pas uniquement son matelas. Est-ce que ça va pour vous ça? Alors, ce soir, je vais vous dire plein de choses dérangeantes, surtout si vous avez mal au dos. Vous n'allez pas m'aimer. Je vais dire des choses qui vont vous déranger dans votre compréhension du mal de dos. Et je suis désolée si c'est perçu comme agressif, si vous êtes douloureux lombaire. Et n'hésitez pas à prendre la parole ou à me parler dans le chat pour me dire « mais je comprends pas ». Voilà, je comprends pas, moi, c'est pas ça mon mal de dos. Voilà, alors... En fait, les risques médicaux, ils sont pour le médecin. Les drapeaux rouges, ils sont pas pour vous, ils sont pour le médecin. Mais il y a un seul risque qui va vraiment intéresser le prof de yoga, et ça, je vais vous demander de répondre dans le chat. Parce qu'en fait, cette lombalgie commune, cette crise de mal de dos sans raison, dans 90% des cas, elle va évoluer favorablement en 4 à 6 semaines. Mais pas pour tous les cas. Il y a 10% qui vont mal évoluer. Et est-ce que vous savez quel est ce risque? Et c'est ce seul risque qui vous intéresse, vous, comme professeur de yoga. Allez, je vous écoute, si vous savez. Je suis sûre qu'il y en a... Alors, retenez bien ça, parce que je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui ont déjà entendu ce cours.
Et je pose simplement la question un petit peu différemment, hein. Je ne la pose pas comme d'habitude et du coup la réponse est plus dure à trouver, j'en ai conscience. Bon, bah, vous vous affolez pas dans le chat, là, j'ai pas énormément de réponses. Personne veut tenter. Je sais pas si c'est parce qu'il y a un petit peu de temps de réponse. Le risque d'abdominaux faibles. Merci Colette. C'est pas ça la réponse, mais d'abord je vous remercie d'avoir participé. Alors je sais pas si c'était la réponse à la question précédente ou à la question là. D'abord, je vous remercie vraiment d'avoir pris le risque de participer, mais c'est pas la bonne réponse et c'est intéressant que vous souleviez ça parce que souvent quand on parle du mal de dos, les gens n'ont qu'une obsession, c'est retrouver des abdominaux. Alors que nous, en tant que rééducateurs, je vous le dis tout de suite une première fois, on n'a qu'une obsession, c'est retrouver des muscles dans le dos, hein, voilà. Ah, super, j'ai Bernadette qui me propose une aggravation. Oui, alors comment une aggravation en fait qu'est-ce qu'elle va devenir cette douleur? Est-ce qu'elle va vraiment s'aggraver? En intensité ou ils ne peuvent plus bouger du tout? Bon, ouais, ça peut arriver, mais enfin là quand même, c'est pas de chance. Mais non, c'est un risque très fréquent. Vous voyez, quand même, 10% c'est pas rien, et très invalidant. Elle va se pérenniser. Bravo Carline, super, c'est exactement ça. La douleur va devenir chronique. C'est-à-dire qu'on avait à la base une personne qui avait mal au dos, entre 40 et 60 ans probablement, comme on a dit. Elle avait 90% de chances pour que ça se résolve en 4 à 6 semaines. Et paf, elle tombe dans les 10% qui vont devenir chroniques et qui vont pérenniser. Et là, vous avez un rôle énorme à jouer, tout comme moi, hein, tout comme tous les acteurs autour du lombalgique. Mais c'est vraiment ça qu'il faut que vous compreniez. Le principal risque pour un lombalgique, c'est que sa douleur, elle s'installe et qu'elle devienne chronique et pérenne. Il y en a 10% qui vont donc s'installer dans la chronicité. Et la chronicité, c'est une douleur qui va durer plus de 3 mois. Et vous savez, pour les lombalgiques, souvent, c'est pas une douleur permanente. C'est des crises, ça revient, ça fait une rechute. Voilà, c'est souvent ce schéma-là. Donc avec la peur de faire une rechute à chaque fois. Et pourtant, j'insiste, on est toujours sur le cas de la lombalgie commune. Il n'y a toujours rien, il n'y a toujours pas de lésion. Il n'y a pas un disque, une vertèbre, je ne sais pas quoi, ce qu'on peut imaginer. Donc ça, cette douleur qui va s'installer, elle aura un impact énorme sur la qualité de vie du patient. Ça, il faut que vous en ayez vraiment conscience. Ça va impacter évidemment sa vie sportive, ses mouvements, mais aussi sa vie professionnelle. On a vu, il risque d'être en arrêt de travail. Sa vie sociale, hein, puisque peut-être que c'est quelqu'un qui va dire oh ben non je vais pas venir me promener avec vous parce que j'ai trop peur d'avoir mal au dos. Vous voyez qu'il va se mettre en retrait pour protéger son dos et qui va avoir une image de soi dévalorisée avec cette douleur qui s'installe. Donc la lombalgie chronique, ça amène à une perte de confiance, à une dévalorisation de ce qu'on est, une perte de confiance dans ses capacités physiques et à la dépression. C'est prouvé, c'est acté, c'est notifié dans des études scientifiques. C'est pas une vue de l'esprit là ce que je vous raconte. Et il m'est arrivé 2-3 fois en soins d'avoir des anecdotes, je vous le dis parce que ça m'a vraiment marqué. Et je sais que c'est arrivé aussi à certains professeurs de yoga. J'ai des patients qui m'ont dit merci, vous m'avez sauvé la vie. Alors ça m'a beaucoup surpris quand ils m'ont dit ça. J'ai dit non, je vous ai pas sauvé la vie. Le médecin qui vous sauve d'un arrêt cardiaque, lui, il vous sauve la vie. Mais moi, je vous ai aidé un peu à faire de la gym, à faire du. Mais il faut vraiment prendre conscience que voilà, quelqu'un qui a mal au dos régulièrement, souvent, ça impacte vraiment sa qualité de vie. Donc, cette fois-ci, ce ne sont pas des drapeaux rouges qu'on va chercher, puisque les drapeaux rouges, on a dit que c'était pour le médecin. Quand vous repérez un drapeau rouge, vous savez que vous n'avez plus rien à faire, c'est médecin. Là, ce qu'on va chercher, c'est donc des drapeaux jaunes, hein, ce sont les risques psychosociaux, qui vont nous faire dire à cette personne-là, elle a plus de chances de tomber dans les 10% qui vont devenir chroniques. Et en fait, ces facteurs-là, vous pouvez les dépister facilement, même en cours de yoga collectif. Je rappelle que le fait qu'elle tombe dans la chronicité, ce n'est pas lié à sa blessure, à sa lésion initiale. C'est lié en fait à des fausses croyances, à un état anxieux, émotionnel, peut-être aux mots d'un proche ou d'un médecin, peut-être qui ont été mal interprétés, à ce que dit l'environnement sur le mal de dos, et cette personne-là, du coup, va tomber dans la chronicité. Alors, je vais vous apprendre là les drapeaux jaunes à repérer en cours de yoga. Vous allez voir, c'est des élèves,
Peut-être que vous avez des idées dans le chat d'ailleurs à me dire. Est-ce que vous avez une idée de ce qui peut vous mettre sur la piste qu'un élève a peu de chances de sortir de sa crise de dos facilement? Est-ce que vous avez repéré des petits trucs comme ça en cours de yoga? Oui, voilà, très bien. Merci Antonella. Bonsoir Antonella d'ailleurs. Trop de précautions, exactement. Alors, notamment au moment de, ben, par exemple, de venir au cours de yoga. C'est quelqu'un qui va vous dire, bah, aujourd'hui je me suis fait déposer par mon mari parce que j'avais trop mal au dos, vous voyez, plutôt que de venir à pied. Carline me dit, parfois c'est identitaire, j'ai toujours eu mal au dos. Tout à fait. J'ai toujours eu mal au dos, donc j'aurai toujours mal au dos. Absolument pas, il y a aucune corrélation. Une élève en Apasana qui coince à chaque fois. Ah, excusez-moi, j'ai pas tous les noms en sanskrit des postures. Attendez, je regarde rapidement. Voilà, c'est bien. Merci Christelle de me coller. Genou poitrine. Ah, je croyais. Ok. Oui, sur le dos. D'accord. Exactement. Très bon exemple. Très bon exemple. Voilà. Ou en balasana, quelqu'un qui aurait vraiment peur d'aller en balasana. Bon, on est d'accord qu'il peut y avoir quelques adaptations en balasana. Des refus répétitifs de faire des postures avec un manque de confiance. Exactement. Ben, vous allez voir, vous allez être content. C'est exactement les messages que je vous ai dit. Donc maintenant, ce que j'aimerais que vous intégriez, c'est ah, voyez-le différemment maintenant. Cette personne-là qui est un petit peu plus difficile à gérer, vous comprenez que par cette attitude-là, elle va pas réussir à sortir de sa chronicité. Et vous pouvez l'aider par une attitude là qu'on va détailler, la manière de se comporter avec elle, mais il faut vraiment que vous compreniez que c'est vraiment un frein à sa rééducation. Voilà. Allez, je vous montre ce que j'avais écrit moi. Donc quelqu'un qui, par exemple, ne vient pas à pied, se fait accompagner pour protéger son dos, ou qui va prendre beaucoup de précautions pour s'habiller, qui va mettre longtemps à s'habiller, qui va dérouler son tapis en se mettant à quatre pattes par terre, par exemple, plutôt que de se pencher en avant, qui va passer au sol avec 1000 précautions. Vous allez voir aussi, pour changer de position entre le plat dos, le plat ventre, ça va être toute une histoire. Hein. Donc voilà, tout ça, c'est des signes qui vous font dire que la personne a perdu confiance dans son dos et le surprotège parce qu'elle a peur de la douleur. Et puis ça va être des gens qui verbalisent des choses très intenses, hein, comme bah, c'est pas très prudent pour moi d'être actif physiquement, donc ils peuvent vous dire c'est pas très prudent pour moi de faire ces postures, hein, comme vous avez dit. Je suis préoccupée par mon mal de dos, c'est épouvantable, ça ne s'arrêtera jamais. Mes loisirs sont souvent gâchés par la douleur. Et le célèbre, je ne viens pas au yoga car j'ai mal au dos. Hein, donc moi je l'ai beaucoup aussi hein, puisque je donne des cours en très petits groupes à des patients. Donc souvent ils m'appellent, ils me disent je peux pas venir aujourd'hui, j'ai vraiment trop mal. Et je leur réponds invariablement mais non c'est pas grave, venez, vous ferez ce que vous pouvez. Hein, c'est important d'entendre la douleur hein, et qu'ils se sentent compris. Vous ferez ce que vous pourrez, on trouvera des adaptations. Et surtout, à la fin du cours, je leur demande vraiment et comment vous vous sentez en fait maintenant en général, ça va mieux. Et puis, si ça va pas mieux, ben, je leur dis, bah, vous voyez, ça va pas mieux, mais ça va pas vraiment plus mal non plus. Et puis, au moins, vous avez bougé, vous avez détendu les muscles, vous êtes aéré, c'est positif, quoi. Donc voilà, j'encourage vraiment à venir. Vous l'avez, vous aussi, hein, cet élève qui veut pas venir au yoga parce qu'il a mal au dos, j'imagine. Hein. Ils vous préviennent ou ils vous le disent. Peut-être que vous, ils vous appellent pas pour vous prévenir. C'est peut-être ça le problème. Vous pouvez peut-être pas inciter à venir. Alors, du coup, la question c'est, bah alors ouais, mais donc il n'y a rien, mais alors pourquoi est-ce qu'on a mal au dos? Alors je vous ai mis la photo de, je ne sais pas si je vais bien prononcer, allez je vais le prononcer en bon français, Bethany Hamilton. Alors vous remarquez que c'est une surfeuse et elle a une particularité, il lui manque un bras. J'ai tenu à la mettre à l'honneur parce que donc c'est une femme qui a été attaquée par un requin à l'âge de 13 ans et qui était passionnée de surf et qui a tenu à retourner à la mer avec son surf un mois après l'attaque et qui continue, enfin qui a arrêté depuis, hein, mais qui continue, qui a fait beaucoup de compétitions en surf et qui voulait absolument pas être avantagée par rapport à son bras. Donc voilà, je voulais la mettre à l'honneur pour illustrer ce passage-là, parce que je voudrais vraiment que vous compreniez que la douleur n'est pas associée à une blessure. Donc,
vous vous souviendrez de la surfeuse. Pourquoi? Alors, vous avez deux souvenirs là. Vous avez celui de quand vous étiez en terminale et que vous retenez la coupure, le nerf, la douleur. Alors, je fais très simple, hein, mais on a tous ancré en nous cette idée-là que la douleur, en fait, elle répond à un stimulus. Je coupe ou je brûle et je ressens la douleur. Mais on sait que c'est faux. Parce que, par exemple, il y a énormément de témoignages de surfeurs qui nous disent qu'ils n'ont de surfeurs attaqués par des requins. Je vous en lis une. Ma combinaison était toute lacérée. J'ai marché jusqu'à l'herbe en la tenant. Je me suis allongée pendant que quelqu'un allait appeler un médecin. Et c'est seulement alors que j'ai commencé à sentir la douleur, alors que cette personne avait été attaquée par un requin. Donc vous voyez, c'est là l'histoire d'une blessure énorme, une morsure de requin, c'est pas rien, et on ne sent pas la douleur. On la sent en différé une fois qu'on est sorti du contexte qui est la survie. On a exactement le même genre d'anecdote avec des soldats qui ont reçu des balles et qui s'en rendent compte qu'une fois qu'ils sont en sécurité. Bon. Donc globalement, ce que vous pouvez retenir, c'est que plus un de vos élèves a mal au dos depuis longtemps, moins il y a de chances que ce soit corrélé à une lésion. Alors évidemment, je vais le dire autrement, je tombe, je me fais mal au dos, ou je soulève un meuble, je me fais mal au dos, on peut admettre que pendant 3 à 6 semaines, ça fasse mal au dos à cause de ce meuble que j'ai soulevé. Mais si votre élève vous dit, il y a 20 ans, j'ai soulevé une armoire normande, je me suis blessé le dos et j'ai encore mal, là la douleur, c'est plus l'armoire normande. Hein. Le corps, il avait largement le temps de cicatriser. Il est tombé dans la chronicité, dans les 10% qui ont mal géré la rééducation. Et vous verrez pourquoi ils ont mal géré. Hein. C'est pas de leur faute. Hein. C'est vraiment une attitude thérapeutique aussi qu'on a eue pendant longtemps. Donc, la douleur n'est pas liée à une blessure. Hein. Je n'ai pas mal au dos parce que mon disque, je sais pas quoi. Je n'ai pas mal au dos parce que j'ai de l'arthrose. Je n'ai pas mal au dos parce que machin. J'ai mal au dos parce que j'ai des émotions, un cadre de vie, une hygiène de vie. Voilà, c'est un ensemble de choses qui font que je perçois la douleur. Donc les personnes qui ont beaucoup travaillé dessus en France, c'est Laurent Fabre. Et si là ce soir il y a des kinésithérapeutes qui m'écoutent, je vous invite, ou des ostéos, je vous invite vraiment à vous former avec lui. Alors pas les profs de yoga parce que c'est vraiment trop pointu, il est vraiment dur à suivre, mais il est passionnant sur la compréhension de la douleur. Moi je vous signale que c'est des choses très nouvelles aussi pour moi. Hein. Ça fait pas très longtemps que j'ai appris ces choses-là sur la douleur. Alors, un autre exemple pour vous prouver que la douleur n'est pas liée à la lésion, si je fais une crise cardiaque, hein, c'est très fréquent que j'ai seulement mal dans la mâchoire. Hein. Donc, ma douleur dans la mâchoire n'est pas liée à quelque chose qui se passe dans la mâchoire. C'est lié, ça vient de plus loin. Hein, donc, on a quand même ça souvent des douleurs qui ne sont pas au bon endroit. On sait aussi que le seuil de la douleur, de déclenchement de la douleur est très personnel et que malheureusement, alors ça c'est très dur à dire aussi ce soir comme ça en live, je ne vous connais pas s'il y a des douloureux chroniques parmi nous ce soir, mais malheureusement plus on a l'habitude de souffrir, plus on devient un champion de la douleur et plus on est apte à déclencher de la douleur. Alors je sais que c'est très dur à entendre parce que voilà, les gens qui encaissent la douleur, ils prennent beaucoup sur eux pour la supporter et ils ont du mal à admettre qu'ils aient un seuil plus bas que la moyenne. Mais c'est pas de leur faute, c'est juste ils ont surentraîné ces voies neurologiques de la douleur. Si c'est votre cas et que ça vous perturbe un peu ce que je vous dis ce soir, je vous invite vraiment à aller voir le site We Train Pain. Il y a une déformation gratuite sur la douleur. Voilà, donc en fait, pourquoi on a mal au dos? C'est tout, c'est un tout entre le stress, la peur, l'anxiété, le contexte dans lequel on s'est blessé, le style de vie, le travail, comment on dort, si on récupère bien la nuit ou pas, les croyances qu'on a par rapport à la douleur, au mal de dos, sa sensibilité, c'est tout ça qui fait que ça va créer cette douleur de dos. Et donc quand on va vouloir la soigner, il va falloir la soigner sur tous ces paramètres-là également. Je vous prends cette anecdote de la caresse pour vraiment, une bonne fois pour toutes, vous faire sortir de la tête que la douleur du dos, c'est lié à une lésion. Vous allez le faire en même temps que moi. Vous allez poser la main sur votre cuisse et vous allez la caresser. C'est ce qu'on appelle un stimulus. Vous créez un stimulus sur la cuisse et vous avez une perception, un ressenti.
Maintenant, le même stimulus, c'est votre conjoint qui vous caresse la cuisse. Vous n'aurez absolument pas le même ressenti, d'accord, que si c'est vous-même qui créez la caresse. Et imaginez maintenant un autre cas, vous êtes assis dans le métro et c'est un inconnu qui subitement se met à vous caresser la cuisse. Donc là, c'est pour vous faire prendre conscience de l'importance du contexte. Dans le même cas, c'était... à chaque fois, c'était le même stimulus. Dans tous les cas, c'était le même stimulus. Et pourtant, la perception, le ressenti n'est absolument pas le même. Donc, c'est pour vous faire prendre conscience de l'importance de tout ce qu'il y a autour du stimulus, de la lésion, de la blessure. Si je veux soigner mon élève qui a mal au dos, ou si je veux me soigner et que j'ai mal au dos, et que j'ai déjà essayé les techniques purement physiques, de travailler sur mon corps et puis que ça donne rien, il faut que je pense quand même à travailler sur tout ce qu'il y a autour dans le contexte. Être moins stressé, oui c'est ça Laurence, être moins stressé, travailler sur ses fausses croyances, sur le contexte de la blessure. Si c'est arrivé dans un contexte traumatique, et peut-être le travailler avec un psychologue, vous voyez, des choses comme ça. Travailler sur son environnement. Et donc, en gros, tout ce qui va aider à se faire plaisir dans la vie, stopper les pensées ruminantes, ça c'est vraiment important. Se rassurer, bien dormir, se relaxer, connecter son esprit à son corps, respirer, méditer, faire du yoga. Même si on fait du yoga qui n'est pas en rapport avec le mal de dos, ça va contribuer quand même déjà à soulager cette douleur de dos. Ok, c'est dur à admettre sans doute pour vous que la douleur de dos soit pas liée à une blessure. Enfin, pardon, je vais pas le dire. Pas uniquement liée à une blessure. Il est sûr qu'il y a des cas où c'est lié à une blessure, mais pas uniquement. Et retenez bien, dites-moi dans le chat si ça vous surprend, ces données-là, et retenez bien, plus ça fait longtemps qu'on a mal au dos, moins c'est corrélé à une blessure, une lésion. Ça, pour les patients, c'est vraiment dur à accepter. Voilà, et puis on sait par la littérature scientifique aussi qu'on a un bon cercle vicieux qui se met en place. Si on a tendance à du catastrophisme, alors le catastrophisme c'est le fait d'avoir des pensées hyper négatives. Ça va pas aller, je vais forcément me tromper, ça se passera pas bien, et puis c'est la fin du monde, et puis il fait trop chaud, et puis le réchauffement climatique. Et bien voilà, vous voyez tous ces gens qui sont dans cet état d'esprit, plus une dépression par-dessus, on sait que c'est une bonne combinaison pour souffrir du dos. D'ailleurs, je vous l'ai souvent dit autrement, je vous ai souvent dit aussi qu'une des choses qui m'avait beaucoup lassée dans mon travail de kinésithérapeute, c'était d'être tout le temps au contact de gens dépressifs ou dans cet état d'esprit. C'est-à-dire, moi, j'adore soigner les gens, c'est pas le problème, j'ai vraiment cette vocation de thérapeute, mais à un moment donné, surtout après le Covid, je pense, vous voyez, ce genre de patients dans le catastrophisme et la dépression qu'on a eu à avoir, c'était vraiment trop lourd à porter, quoi. Parce que la majorité de nos patients chroniques qu'on a en cabinet sont dans cet état d'esprit. Alors, on ne sait pas dans quel sens, les liens sont scientifiquement avérés, mais on ne sait pas dans quel sens ça fonctionne. On ne sait pas si c'est la douleur qui crée de la dépression, c'est sûr que si on a mal tout le temps, c'est dur d'avoir un état d'esprit serein, ou si c'est la dépression qui crée la douleur, mais bon, ce qui est sûr, c'est que ça s'auto-entretient. Donc il est très important que tous, on tienne le même discours autour de ces patients-là. Voilà. Par exemple, si moi je leur dis, allez au yoga, faites une activité physique, et puis que arrivé au yoga, le prof lui dit vous devriez peut-être faire une radio, ou ah bah oui arrêtez-vous, voilà, vous voyez, c'est pas concordant et ça va mettre du doute sur le patient. Donc c'est vraiment important que vous ayez ces notions-là pour qu'il y ait une alliance thérapeutique. Et une autre chose qui est très importante à éviter, c'est l'errance médicale. C'est cet élève qui peut vous dire mon médecin trouve pas ce que j'ai. Bah oui, c'est une lombalgie commune, donc c'est normal. Et alors surtout pas lui dire va voir un rhumato, il a soigné ma belle-mère ou je sais pas quoi. Vous voyez, c'est vraiment contre-productif. Ça va laisser supposer au patient qu'il y a autre chose qu'on n'a pas vu, alors qu'en fait il a juste à être réassuré. Je vous ai pris le cas du prof de yoga, mais attention, ça peut très bien être un kiné qui a un discours alarmiste, ou un médecin, un rhumato, parce que vous allez voir, c'est des notions nouvelles. Et nouvelles en médecine, ça veut dire 30 ans. Voilà, c'est ça.
Donc c'est important d'avoir un vocabulaire et une attitude rassurante quand vous avez un élève qui souffre du dos. Et c'est intéressant d'utiliser la PNL, donc ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique. Donc moi je suis très mauvaise à ça parce que imaginez, moi j'étais formée il y a 20 ans, donc on m'a pas appris ça. Donc j'ai vraiment des tics de langage. Mais alors idéalement il ne faudrait pas dire vieillissement, mais il faudrait dire ce sont les changements naturels liés à l'âge. Il ne faudrait pas dire non plus vous êtes très cambré, parce que tout de suite, ce genre de réflexion met dans la tête de l'élève que c'est à cause de sa cambrure qu'il a mal au dos. Il faut dire vous avez une courbure naturelle dans le dos. Et puis pareil, éviter de dire est-ce que ça fait mal dans cette posture, mais plutôt dire des choses telles que est-ce que c'est inconfortable. Voilà. C'est vraiment très important pour la réassurance de l'élève. Voilà, et puis on va pas dire non plus chronique, on va dire c'est un inconfort persistant que vous pouvez surmonter. Bon, je le dis avec sourire parce que je suis très mauvaise à ça. Je sais que je me fais avoir très souvent également. Et donc, parmi vos élèves, vous allez avoir un autre type d'élève, c'est le kinésiophobe. Voilà, et la kinésiophobie, en fait, elle est fréquente et c'est intéressant que vous appreniez à la reconnaître. Euh, alors, vous avez peut-être pas l'idée du terme. Alors, kinésio, c'est le mouvement, et la phobie, donc la peur du mouvement. Et ça vous paraît peut-être incroyable que vous en ayez dans vos cours de yoga. Vous vous dites, s'il vient au yoga, c'est qu'il n'a pas peur de bouger. Mais alors, pas du tout, parce que c'est très subtil. Le patient lui-même, l'élève lui-même, ignore complètement qu'il est kinésiophobe. C'est-à-dire que pour lui, il s'estime très actif, il bouge, il vit sa vie. Et en fait, c'est qu'il porte une sorte de corset virtuel en permanence. Il est gainé, alors il bouge bien les membres, il bouge bien les jambes, il bouge bien les bras. Mais si vous êtes fin dans l'observation, vous allez voir qu'il y a très peu de mouvement au niveau du rachis. Voilà, alors quand on est arrivé à ce cas-là extrême de la peur du mouvement et qu'on s'en rend plus compte, c'est vraiment que on a dépassé, vous voyez, on est tombé dans de la chronicité tellement importante que le schéma moteur s'est modifié en fait, le schéma corporel est complètement modifié. Donc c'est quelqu'un qui pense dans sa tête mais qui vous le dit pas forcément quand vous avez ce genre de discours. Mais quand vous lui dites il n'y a rien, tout va bien, dans sa tête, il se dit non, moi, c'est pas pareil. Moi, c'est pas comme tout le monde. Mon cas est différent. Il faut qu'il soit vraiment en confiance avec vous pour qu'il vous le dise. Donc, en général, il vous le dira pas, mais il le pensera. Et il faut que vous compreniez en fait que lui, que la douleur de manière générale, c'est comme une alarme qui nous prévient d'un potentiel danger. Et que lui, sa douleur, elle se déclenche sans arrêt. Elle est mal réglée, elle est trop protectrice. Donc ce sont des gens qui vont avoir de la douleur dès qu'ils sortent de leur corset virtuel et donc ils vont éviter tout mouvement. Ils vont travailler beaucoup donc les membres, faire beaucoup de compensation et ils vont créer énormément de raideur. Alors là aussi vous pouvez vous faire avoir parce que ce sont des gens qui peuvent être raides au niveau du dos. Et puis, s'ils viennent en yoga depuis longtemps, ils peuvent très bien être très souples sur les ischio-jambiers, bien se pencher en avant, mais le dos, en réalité, ne bouge pas. Voilà, et puis évidemment, cette raideur, ça contribue à créer de la douleur, et la douleur contribue à entretenir la raideur. Et ces patients kinésiophobes, on sait que leur handicap, figurez-vous, est augmenté de 41%. C'est énorme. C'est-à-dire qu'à condition physique égale avec un autre, je prends 2 patients, je mesure leur capacité à se pencher en avant, à se pencher en arrière, leur force. Je les prends tous les deux, je leur demande la même tâche. Et celui qui est kinésiophobe, il sera handicapé de 41% par rapport à l'autre, juste par la peur en fait. Et c'est vraiment difficile à repérer sur soi-même déjà. La plupart des gens, alors c'est difficile de leur dire vous êtes devenu kinésiophobe, donc moi je leur dis pas ça, je leur dis est-ce que vous réalisez que vous bougez pas le dos et en général là ils vous disent ah bah oui j'ai trop peur d'avoir mal, de déclencher des douleurs et donc c'est si vous voulez, si ceux-là qui justement ne veulent pas faire les postures, vous voulez continuer à les encourager en leur disant arrêtez-vous, la posture peut être dangereuse, peut vous faire mal, eh bien vous l'encouragez dans sa kinésiophobie. Alors, le problème, c'est que la peur, elle est très ancrée. Donc, il ne va pas falloir lui dire simplement c'est bon, faites-moi confiance, vous pouvez le faire. J'ai écouté un live hier, on m'a dit que vous pouviez le faire. La personne ne vous suivra pas pour autant.
Il faut donc réussir à lui proposer des postures progressives, pas à pas, pour qu'elle prenne confiance elle-même dans ses capacités physiques. Hein. Alors, il y a une peur qui est fréquente comme ça, c'est la peur du plat-ventre. Je veux bien que vous me disiez dans le chat si vous avez des élèves qui ont peur du plat-ventre. Donc, la peur du plat-ventre, c'est en général la personne d'une cinquantaine d'années sédentaire, hein, donc souvent qui a mal au dos. Et elle a peur de se mettre à plat-ventre parce qu'elle estime que ça la cambre trop. Et donc, elle va refuser de se mettre à plat-ventre, surtout à plat, comme ça, sur un tapis de yoga pas très épais. Donc là, évidemment, il faut être très bienveillant avec ces personnes-là et très progressif, vraiment comprendre que c'est des phobies, hein, des peurs. Hein. Alors dans le chat, est-ce que vous en avez qui ont peur de se mettre à plat ventre dans vos cours? Très bien. Bon, bah, ça tombe bien parce que bon, moi j'en ai aussi hein, en cabinet et donc par exemple c'est des patients qui refusent de s'allonger à plat ventre pour être massés. Bon, bah, ça tombe bien, de toute façon je les masse pas donc. Mais ils préviennent, hein, ils disent moi je peux pas m'allonger à plat ventre sur votre table. Je dis c'est pas grave, on va s'allonger à plat dos, vous inquiétez pas. Voilà. Alors comment je fais? Je leur dis au début, c'est vraiment important de gagner la confiance hein, de son élève. Hein. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un qui a peur et qui est dans une phobie. Donc d'abord il faut que votre élève soit convaincu que vous avez compris sa douleur et moi ce que je vais lui proposer si mon objectif c'est d'aller à plat ventre c'est de lui dire bon à plat ventre c'est pas possible pour aujourd'hui, c'est pas grave, on va commencer à quatre pattes et puis je vais lui proposer peut-être d'être plutôt à quatre pattes en appui sur les coudes si c'est plus facile et puis comme ça vous voyez c'est une première étape vers le plat ventre et puis après je vais l'allonger progressivement à plat ventre. Alors si vraiment il faut je mettrai un coussin sous le ventre mais je vais vraiment éviter ce genre de choses. Et puis je vais lui dire simplement, on s'allonge à plat ventre, vous respirez 3-4 fois et puis vous sortez du plat ventre. Et la prochaine fois, si ça a été mieux, on essaiera de tenir un petit peu plus longtemps. Et vous voyez, en étant comme ça bienveillant et progressif, on va réussir à ce que l'élève prenne confiance dans ses capacités physiques. Ok. Donc, en 2019, la Haute Autorité de Santé a donné les règles du traitement de cette lombalgie commune. D'accord ? Et ça a été un gros changement par rapport à ce qu'on préconisait avant. Alors ce qu'on préconisait avant, c'était en gros jusque dans les années 90. À cette époque-là, on préconisait du repos si on avait mal au dos, hein, de s'aliter, de mettre une ceinture lombaire, une chaleur, et puis voilà, on s'alitait essentiellement. Et donc, ce qui est difficile peut-être pour vous à comprendre, c'est que de 1990 à 2023, eh bien, en réalité, c'est très court. Et donc, vous allez avoir énormément d'élèves, peut-être même de thérapeutes, hein, qui sont encore dans ces notions de repos nécessaires, de ne pas contraindre le rachis, de mettre voilà, au repos. Et ça favorise des discours contradictoires. Le meilleur exemple, c'est la peur de cambrer. Alors là, je ne peux pas vous dire combien d'élèves vous aurez qui vont vous dire moi j'ai peur de la cambrure. Alors que voilà, ça fait des années qu'on sait qu'on doit retrouver de la mobilité aussi vers l'extension, vers la cambrure. Et ça, c'est encore une fausse croyance qu'on entend tous les jours en cabinet. Donc ça va être difficile d'avoir un langage nouveau, même aussi longtemps après. Donc l'HAS, donc la Haute Autorité de Santé, nous dit que les thérapies passives ne servent à rien. Alors c'est quoi une thérapie passive? C'est un soin où le patient se repose pendant que le thérapeute transpire. C'est-à-dire c'est le thérapeute qui soigne, qui fait des étirements, qui masse, qui met des chaleurs, enfin peu importe. Et ça a été bien, ou qui même l'ostéopathie, hein, et je suis ostéopathe, hein, donc je prends ma part, c'est-à-dire toutes ces thérapies où c'est le thérapeute qui travaille et où le patient ne devient pas acteur de son traitement, ça on sait que ça fonctionne pas de manière isolée. Aucune évolution aucune efficacité sur l'évolution de la lombalgie. La kiné, en théorie, on est censé la prescrire seulement dans le cas des 10%, c'est-à-dire des drapeaux jaunes, hein, vous savez, des risques psychosociaux. En réalité, c'est pas du tout ce qui se passe. Hein. On a quasiment de la kiné à chaque fois qu'un patient a mal au dos et va chez son médecin, il ressort avec de la kiné. Voilà. S'il n'y a pas de risque chronique, le discours devrait être
alors le discours du kiné, hein, mais également du médecin, c'est de dire, écoutez, ça va aller, hein, il y en a pour 4 à 6 semaines, hein, c'est comme ça, votre dos est solide, et en reprenant une activité physique, ça va aller mieux dans 4 à 6 semaines. Hein, voilà. Et le nouveau mantra, c'est, dans 90% des cas, il y a une évolution favorable en 4 à 6 semaines. Je dois dire, je prends aussi ma part. Hein. Moi, c'est très récent, hein, ces données-là. Moi, je n'avais pas du tout l'idée de dire ça à un patient encore récemment. Hein. Voilà, ce qui est sûr, c'est que je le faisais travailler lui, mais j'avais pas cette notion de lui dire sans moi, ça aurait été mieux. Bon, voilà, c'est quand même un peu dur pour l'ego de kinésithérapeute. Mais voilà, je prends note. Alors, l'HAS nous dit aussi qu'il faut faire des exercices actifs. Actif, ça veut dire quoi? Hein, pour ceux qui font la formation d'anatomie avec moi, c'est la même chose. Hein. Actif, ça veut dire où le muscle se contracte. D'accord? Passif, pas de contraction musculaire. Actif, muscle qui se contracte. Donc, autrement dit, des exercices où le patient transpire. Alors, ça, c'est pas dit par l'HAS, mais c'est prouvé aussi que plus vous faites monter en intensité un élève, même lombalgique, moins il aura mal au dos. La douleur, elle est vraiment inhibée, diminuée par l'effort sportif intense. Voilà, donc idéalement, l'HAS, elle aimerait que ce patient lombalgique apprenne des exercices adaptés à son cas et qu'il les continue à la maison. Bon, ça, on est tous d'accord pour dire que ça marche jamais. Hein. Il n'y a aucun patient qui refait ces exercices à la maison. Et puis l'HAS nous dit qu'il faut vraiment éduquer le patient, lui expliquer ce que je vous explique ce soir, hein, le réassurer, lutter contre ses peurs et ses croyances et le sensibiliser aux bienfaits de l'activité physique. Il n'y a que l'activité physique qui soigne la lombalgie chronique, c'est simple. Et il faut que ce soit dans le cadre d'une prise en charge globale, pluridisciplinaire, donc ce qu'on appelle aussi biopsychosocial. Alors ça va beaucoup vous plaire. Bio, c'est donc on soigne le corps, hein. Psycho, on soigne la tête, et social, on soigne l'environnement. Alors, je crois que c'est vraiment précisément la définition du yoga, hein, d'une pratique qui lie le mental au corps dans un environnement donné. Voilà. Donc voilà, ça je vous l'ai déjà dit, le patient doit être acteur de ses soins, il doit participer, il doit transpirer en kiné. Alors, qu'est-ce que ça implique en cours de yoga? Ça implique donc d'avoir cette approche à la fois sur le corps, sur l'esprit et sur l'environnement, et d'avoir une activité physique principalement, hein, c'est ça qui va être le principal traitement, et que tout le monde ait un discours concordant autour de ce patient. Voilà. Et le patient, ou l'élève, hein, pour vous, on va se considérer comme des partenaires. Hein. On va se mettre à son niveau et on va lui dire quelque chose comme « je vais vous accompagner pour sortir du mal de dos ». C'est pas moi je sais comment soigner le mal de dos, vous m'écoutez. C'est on va trouver ensemble, avec vos retours, comment on soigne le mal de dos. Alors, comment enseigner un yoga thérapeutique pour le dos? Allez, et ben avec ça, peut-être que dans le chat, vous allez me faire quelques petites propositions avec ce que vous avez entendu. Déjà, qu'est-ce que ça vous donne envie de modifier dans le cas où vous aimeriez proposer un cours thérapeutique pour le dos, hein, vraiment qui soigne les douleurs lombaires? Qu'est-ce que vous devez du coup, qu'est-ce que ça vous amène à réfléchir? Qu'est-ce que vous avez envie de proposer de différent à vos élèves? Et puis on verra si j'avais les mêmes propositions. Favoriser les extensions, Antonella. Ok, bon, je vais pas rentrer dans des détails aussi précis, mais donc bouger, quoi. Hein. Alors des extensions, ah, c'est bien, ça, je suis contente, merci Nathalie. Vous avez retenu ce que je vous ai dit. On oublie les abdos, on fait là. Alors on fait quoi comme extension justement? Quelle posture vous feriez? Il y en a une qui serait super et une qui serait moins bien. Voilà, Mylène, bouger, renforcer le dos, tout à fait. Le chat, ok. La sauterelle, Mylène, voilà. Un cours dynamique, me dit Laurence, tout à fait. Le chameau, ouais, tout à fait. Et donc, par exemple, alors je ne sais pas comment elle s'appelle, mais moi je l'appelle le sphinx. Vous voyez, allongé à plat ventre. Le fait de prendre appui sur ses coudes pour se relever, c'est une extension aussi. Mais vous voyez, c'est moins bien que le chameau ou Salambasana parce que c'est passif. C'est-à-dire qu'on est en appui sur ses coudes et finalement on ne fait pas d'effort musculaire en fait.
Et pour le yoga suspendu, super, j'aime bien parce qu'en plus, le yoga suspendu, ça va faire appel au schéma moteur. Vous imaginez, alors, je pense que vous n'y arriverez pas, il faudra beaucoup de patience, mais imaginez le kinésiophobe, là, celui qui a très mal au dos. Alors là, vous lui retournez complètement ses sensations. Par contre, le yoga suspendu, c'est quand même peut-être, vous voyez, une marche trop élevée pour quelqu'un qui a vraiment mal au dos. Alors peut-être qu'il faut des étapes avant. Et dans le yoga suspendu, il y a des formes de yoga suspendu trop passives, où on se laisse juste pendre, suspendre, je sais pas, tracter. Et puis il y a des formes de yoga suspendu très dynamiques, où vraiment on transpire. Et donc il faudrait plutôt aller vers ces formes-là dynamiques. Voilà, donc Christelle me dit, en fait, on fait un peu tout. Ouais, ok, à condition que ce soit dynamique. Le demi-pont, super aussi, hein. À condition que ce soit dynamique. Vous comprenez, dynamique, c'est l'élève qui transpire, ses muscles se contractent, quoi. Il transpire. Ok, donc c'était ma première ligne aussi, vous voyez, c'est une pratique de yoga assez active. Et donc, c'est là que je me fais pas des amis en général sur cette partie-là du cours. Ça exclut, si on veut vraiment soigner le mal de dos de manière durable, ça exclut attendez, excusez-moi, je vais arrêter de lire le chat parce que je ne peux pas lire et vous parler en même temps. Ça exclut les formes de yoga trop passives. Alors, moi, je dis le yin yoga. On m'a fait remarquer qu'il y avait quand même des postures actives en yin yoga. Bon, vous comprenez l'esprit. C'est si on fait un yoga, je vais dire trop doux, où le patient ne transpire pas, ne contracte pas assez ses muscles, il y a peu de chances qu'on le soulage quand même à long terme sur son mal de dos. Par contre, je tiens à vous... Alors, pareil pour le yoga uniquement énergétique. On n'aura pas assez d'efforts musculaires, enfin du moins de ce que j'en connais, pour que ça puisse avoir un effet thérapeutique. Mais peut-être que je ne connais pas assez. Par contre, voilà, je vous ai dit aussi qu'il fallait être progressif et bienveillant. Donc si on a en face de nous quelqu'un de vraiment épuisé, fatigué, qui se sent pas du tout capable d'aller dans un cours dynamique, mais qui se sent assez capable pour commencer une démarche pour un yoga doux, eh ben super, c'est une super première marche, d'accord? Il va traiter son stress, il va traiter pas mal de choses, mais si après on veut aller plus loin pour vraiment le soulager dans le mal de dos, il faudra pouvoir lui proposer quelque chose de plus dynamique. Ok. Alors voilà, Carline me dit, je suis toujours dans la bienveillance et de ce fait, j'invite toujours l'élève à s'écouter. Bah voilà, alors faut s'écouter, mais pas trop quand même, parce que si on fait que s'écouter, eh bien, et qu'on est kinésiophobe ou qu'on a beaucoup de peur, de croyances limitantes par rapport à son dos, eh bien, on va pas pouvoir en sortir. Donc, c'est important, tu verras plus loin, Carline, je le dis, d'écouter la douleur, voilà, enfin d'entendre la douleur, pardon. Oui, je sais que vous avez mal, mais de pas l'écouter. Donc, en kiné, on a trouvé un terme comme ça pour dire qu'on comprend, on est empathique avec notre patient, mais quand même, on lui fait faire les mouvements qu'il veut pas faire. On dit qu'on respecte la douleur. Voilà, on la respecte, mais quand même, on fait faire. Alors donc, idéalement aussi, vous voyez, par rapport aux données de l'HAS, il faudrait que le yoga qu'on propose, pour qu'il puisse vraiment être thérapeutique, il faudrait qu'il puisse être adapté à chaque pratiquant. Et donc, pouvoir faire un bilan du pratiquant. Et là, en pratique, en cours collectif, en général, c'est pas évident à faire. Il faut quand même se former un peu pour savoir le faire. Donc, comme dit Carline, il faut être rassurant, bienveillant et surtout éviter les termes et les attitudes qui donnent l'idée que le dos est fragile. Alors, typiquement, attention, cette posture est dangereuse. Alors là, voilà, vous renforcez vraiment l'effet nocebo et vraiment vous laissez la personne s'engouffrer dans la peur de se blesser. Donc on a parlé déjà de cette histoire de partenariat avec son élève, d'être progressif. Et être progressif dans la remise en mouvement, c'est pas toujours évident dans un cours collectif, j'en ai conscience. Pour moi, la seule solution, c'est d'éduquer ses élèves. Je le dis à chaque fois. C'est si au sein du cours vous proposez Salambasana et que vous avez la sauterelle, pardon, la posture de la sauterelle, et que vous avez un élève qui a vraiment trop peur pour se mettre à plat ventre, il faut qu'il intègre que lui, quand vous en êtes à ce niveau-là, pour l'instant, il fait à quatre pattes. Et puis quand il sera plus sûr, il passera à plat ventre. Mais donc, il faut que vous éduquiez chaque élève à mémoriser sa variation. Je sais que c'est pas évident, surtout vu le nombre de postures de yoga.
Ok. Donc ne pas faire arrêter tout de suite, hein. C'est ce que j'appelle respecter la douleur. DL, pardon, je vois que j'ai oublié de corriger, c'est douleur. Et puis, la bonne manière de faire, donc, si on a un élève qui a mal dans une posture, c'est de lui dire, on va essayer de faire quelques répétitions, très respirées, et puis on va voir comment ça se passe. Voilà, comme ça, on entend sa douleur, sa peur, mais on lui propose quand même d'essayer. Et il faut quand même que vous ayez conscience parce que tout le temps vous me dites ouais le cours collectif c'est compliqué du coup pour gérer le cas par cas, mais il faut quand même que vous ayez vraiment conscience que le cours collectif a un avantage indéniable, c'est qu'il est hyper stimulant. C'est que les gens ils regardent les autres hein, dans le cours, hein, c'est humain, hein, ils se comparent et ils se disent ah bah lui il est capable de faire ça, bah tiens j'aurais pas cru, bah je vais peut-être essayer. Hein, je dis ça un petit peu en blaguant, mais en tout cas moi je donne des cours avec des gens qui sont en difficulté. Et c'est un facteur de motivation indéniable, le fait de les regrouper en petits groupes. Hein. Ils travaillent beaucoup mieux, beaucoup plus efficacement en petits groupes que en one-to-one avec moi, en individuel avec moi. Ou pour un oui, pour un non, ils s'arrêtent, ou ils me disent ah bah vous pouvez, mais pas moi. Alors que s'ils voient que d'autres le font, ils le font plus facilement. Ok, et puis un autre énorme avantage que vous avez, c'est que en tant que professeur de yoga, vous avez déjà face à vous quelqu'un qui est acteur de son soin. C'est-à-dire qu'il a pris la décision, l'engagement de venir au yoga, peut-être pour soigner son mal de dos. Hein. J'ai eu cette discussion cette semaine avec une prof de yoga. Ça l'énervait d'ailleurs elle, puisque elle voulait enseigner le yoga, elle voulait pas soigner les gens du dos. Mais enfin déjà, c'est quelqu'un qui est dans une démarche active et positive. Alors que nous, en cabinet, je prends toujours cet exemple pour vous marquer, 99% des gens qui viennent nous consulter viennent dans la même démarche que quand ils amènent leur voiture chez le garagiste. Ils vous disent, ils vous donnent les clés, enfin, là ils nous donnent leur corps et ils disent débrouillez-vous pour que ça aille mieux, quoi. Hein. Ils prennent absolument pas leur part de responsabilité dans leur douleur et donc on a déjà un énorme travail pour rendre la personne actrice de ses soins. Alors, pour vous, en tant que professeur de yoga, il y a des problématiques avant de devenir confiant et serein dans ce que vous pouvez proposer à vos élèves. Vous allez déjà avoir la peur de le blesser. Alors ça, vous me le dites à chaque fois. Bah ouais, c'est pas évident de savoir jusqu'où aller. Hein. Donc, je vous le redis, hein, la meilleure manière de ne pas blesser quelqu'un, c'est d'engager les bandas et puis d'écouter sa respiration. Hein. Le corps ne ment pas. Si la personne va trop loin pour elle, elle n'est pas capable d'être dans une respiration calme ou une respiration ujjayi maîtrisée. C'est pas possible. Alors les autres freins que vous avez en tant que professeur de yoga, c'est que vous ne connaissez pas en général les termes médicaux, vous n'êtes pas formé pour ça. Donc même si vous avez un temps d'échange avec vos élèves, vous ne maîtrisez peut-être pas complètement les implications de la pathologie. Bon, les drapeaux rouges en général, vous les connaissez pas non plus, hein, c'est-à-dire vous savez pas trop quels sont les critères qui doivent vous faire dire bah, cet élève je le garde en cours ou bien je le renvoie chez son médecin. Et puis il y a vraiment un problème, c'est que même si vous demandez le certificat médical en début d'année, bon je crois que ça se fait plus trop, si votre élève se blesse ou a des douleurs qui apparaissent en cours d'année, ben, il n'a pas vu son médecin avant. Et imaginez que nous en tant que kiné, on ne peut pas voir un patient sans qu'il ait vu son médecin avant et qu'on ait une ordonnance. Hein. Donc nous, on travaille quelque part protégé par l'ordonnance médicale, c'est-à-dire on sait que s'il y avait eu quelque chose de grave, le médecin ne nous l'aurait pas adressé, alors que vous avez un peu tout le monde qui se présente en cours de yoga. Ça, c'est vrai que c'est un problème. Vous avez le côté collectif, hein, les cours collectifs, il y a des avantages comme on a vu, puis on a vu que ça compliquait aussi. Et puis, pour soulager le mal de dos, le problème, c'est que en général, dans vos formations, on vous a appris des recettes. On vous a dit Paschimottanasana, ça soulage le mal de dos. Alors, je prends celle-là exprès, pas au hasard, parce que vous savez qu'en plus, elle est dure à amener pour quelqu'un qui a mal au dos. Alors moi, je vous le dirais autrement, je dirais, si on arrive à faire Paschimottanasana, c'est-à-dire la pince assise, c'est qu'on n'a pas mal au dos. Hein, je crois que c'est ça que ça veut dire.
Donc, on vous a appris donc quelques recettes, 3 ou 4 postures de yoga pour soulager le mal de dos, peut-être un petit peu plus. Et en gros, vous les faites à tout le monde, vous proposez tout le temps la même chose, et ça peut pas marcher parce qu'il faut qu'il y ait une approche centrée sur la personne, comme on a vu, avec un bilan. Donc voilà, et puis il vous manque en formation aussi des notions. Alors la progressivité des postures, je crois que c'est pas mal quand même, vous apprenez pas mal les variantes. Mais par contre, vous savez pas forcément l'impact biomécanique sur le rachis de telle posture. Vous vous rendez pas forcément compte d'à quel point une posture peut être compliquée pour le dos. Par exemple, simplement s'asseoir au sol, c'est vraiment laborieux pour quelqu'un qui souffre du dos. Donc voilà, vous êtes en général, ce que vous me faites remonter, c'est que vous êtes peu formé en termes biomécaniques, anatomiques et sur les pathologies du rachis. Et puis, si vous avez mal au dos, il faut vous interroger aussi sur d'autres choses que simplement la partie physique. C'est pas que le corps, hein, la douleur, comme on a vu, c'est aussi vos croyances, c'est aussi la partie psy, l'environnement. Hein. Et si ça fait trop longtemps que vous avez mal au dos et que vous n'arrivez pas à en sortir, là, je pense que c'est vraiment important d'être accompagné par un kiné qui ait cette démarche active. Voilà. Donc, il faut que vous arriviez à retrouver une écoute de votre douleur dans le respect, mais que cette alarme douloureuse n'intervienne pas à tout va. Voilà, il faut vous souvenir que le mouvement, donc l'activité physique, ça va être le seul traitement durable. Et là, vous allez me dire, bah ouais, mais ça c'est l'écueil classique. Alors, même si vous avez compris qu'il fallait vous remettre en mouvement, si vous avez mal au dos depuis longtemps, en général, le problème, c'est que vous ne savez pas comment commencer. Parce qu'à chaque fois que vous avez commencé, ça a déclenché des douleurs. C'était difficile de trouver cette progressivité et cette bienveillance en face. Donc souvent, par exemple, les patients me racontent qu'ils ont fait des essais dans des salles de sport et que tout de suite, ça a été beaucoup trop dur pour eux. Donc, ces patients-là qui sont douloureux chroniques depuis longtemps, ils ont du mal à trouver les premières marches pour se remettre en mouvement. Voilà, il faut se souvenir aussi d'une chose vraiment importante, c'est que il faut pas essayer. Alors ça, c'est intéressant autant pour les profs que pour les élèves qui souffriraient du dos. Il ne faut pas essayer de savoir si la douleur s'améliore. Alors bon, déjà la douleur, pour la mesurer, c'est vraiment complexe, hein, parce que comme je vous ai dit, suivant si on a bien dormi ou mal dormi, on ne va pas ressentir la douleur de la même manière, il y a tout un contexte autour. Donc la douleur est vraiment difficile à évaluer. Et donc le partenariat que vous devez passer avec votre élève, c'est de dire... admettons qu'il débute le yoga pour avoir moins mal au dos, il faut lui dire, bon écoutez, la douleur on verra, hein, je vous garantis rien, ça fait quand même des années que vous avez mal au dos, mais par contre je vous garantis que vous allez progresser, par exemple vous allez être plus à l'aise pour passer au sol. Voilà. Et ça c'est très important que vous notiez, que vous fassiez noter à vos élèves leur progrès. Vous avez remarqué, maintenant, quand vous avez beaucoup plus de fluidité pour dérouler vos tapis ou pour faire vos transitions pour passer au sol, ça vous pose plus de problèmes comme en début d'année, vous avez vraiment progressé. Donc moi je dis souvent à mes patients, mon objectif c'est pas que vous ayez moins mal, c'est que vous fassiez plus de choses avec la même douleur et puis dans un second temps, la douleur va diminuer. Voilà, et puis si vous êtes patient, il faut vraiment avoir conscience que être actif dans la vie quotidienne ne suffit pas. Hein. On a beau, alors tout le temps, on me dit oui, mais moi je marche, je jardine. Oui, ok. Mais dans vos compensations, vous avez peut-être votre corset virtuel, vous restez dans vos mauvaises pratiques et vous vous rendez pas compte, vous restez dans ce qui vous est facile en fait et vous n'allez jamais explorer ce qui vous est difficile, ce qui doit se bilanter. Et c'est pour ça que c'est difficile de progresser quand on n'est que actif dans sa vie quotidienne. Alors attention, hein, c'est déjà très bien, je vous félicite, mais voilà, c'est vraiment important d'être accompagné aussi, d'aller vraiment bilanter précisément ce qui pose problème pour votre dos. Voilà, alors est-ce que vous avez appris des choses? Là, si vous me dites non, je serais très déçue, hein, parce que j'ai beaucoup travaillé. Même si vous aviez déjà entendu cette partie, je suis sûre que je ne l'ai pas formulée de la même manière, donc je suis sûre qu'il y a des choses qui ont fait sens. Merci Nathalie. Merci ceux qui ne sont pas
identifier. Et oui, Mylène, ça démystifie beaucoup de choses. Il y a énormément de fausses croyances au niveau du mal de dos. C'est clair. Et souvenez-vous, hein, c'est cette histoire des années 1990. On n'est que en 2023. Hein. Merci à... Bon, j'ai les noms de famille, donc voilà, je vous remercie pour vos commentaires dans le chat. Et en fait, oui, bougeons la colonne. C'est ça, Colette, exactement. Ok. Et donc, il y a énormément à dire. Donc, le reste, je peux vous le proposer en formation. Je vais vous présenter rapidement ma formation. La formation, elle s'appelle Soulager le mal de dos lombaire par le yoga et sans danger. C'est une formation en ligne. Vous êtes quelques-uns à l'avoir suivie. Donc, dans le chat, n'hésitez pas à dire si ça vous a apporté des choses. Bon, je vous réexplique pas les difficultés en tant que professeur de yoga, je viens de vous les dire, mais voilà, tout ce côté collectif, le manque de formation sur la biomécanique, sur la compréhension des mécanismes de la douleur du dos, tout ça fait que c'est compliqué d'aborder un patient qui a mal au dos dans un cours collectif sans avoir un regard différent. Mon objectif avec cette formation, c'est que vous puissiez développer une expertise, vraiment quelque chose de précis sur le yoga du mal de dos. Et là, moi, je vous parle pas de les 4 meilleures postures contre le mal de dos, d'accord? Je vous propose une méthode, une méthodologie qui va vous aider à vraiment soulager vos élèves en apprenant à les bilanter, hein, en apprenant d'une part à les bilanter et à leur proposer des postures adaptées, et puis aussi à proposer voilà, une progressivité et à le gérer quand même dans un cours collectif. Voilà. Après, je vous ai développé les problématiques des pratiquants de yoga qui ont mal au dos. On en a déjà parlé tout au long de cette conférence, donc je ne reviens pas dessus. Mais pour eux, les bénéfices à suivre cette formation, c'est comprendre pourquoi ils ont quand même mal au dos alors qu'ils font du yoga, voilà, et où sont leurs solutions en fait. Et puis, renouer avec quelque chose qu'on perd quand on a mal au dos et qu'on pratique le yoga, c'est que finalement, on a peur de se blesser dans les postures. Alors, bon... On est très loin du yoga, je veux dire, si sur son tapis on a peur, on est très loin de ce que doit être le yoga. Alors cette formation, elle se déroule comment? C'est tout en ligne et néanmoins, il y a beaucoup d'interactions avec moi et entre les élèves. Donc pendant 8 semaines, vous recevez une vidéo par semaine, la vidéo dure entre 30 et 55 minutes. Il y a les redoutables ou célèbres, je ne sais pas, fiches à trous pour vous aider à mémoriser. C'est-à-dire que vous recevez la vidéo et en même temps vous recevez une fiche avec des trous. Donc je vous conseille d'écouter la vidéo puis d'essayer de remplir la fiche. Et vous allez voir que même si là par exemple tout ce que je vous ai raconté ce soir vous semble acquis, vous allez voir qu'en regardant la fiche, c'est pas si simple en fait de savoir remplir la fiche. Hein, par exemple, de se souvenir des facteurs de risque qui font qu'on a mal au dos, vous voyez, des choses comme ça. Et quand on arrive à remplir la fiche, on commence à bien ancrer. Voilà. Ce qu'il y a de nouveau aussi pour cette session-là, et d'ailleurs je le dis pour ceux qui étaient inscrits sur les sessions précédentes, c'est que je commence à mettre tous les supports écrits des cours. Hein. Donc ceux qui étaient déjà inscrits, vous allez pouvoir en bénéficier hein, sous les vidéos. À chaque fois, vous avez un support écrit du cours et aussi une nouveauté, vous avez un audio du cours. Parce que les vidéos sont uniquement en streaming. Donc si vous avez une mauvaise connexion, des fois vous pouvez être gêné. Donc vous pouvez télécharger l'audio et écouter l'audio comme ça. Vous ne pouvez pas télécharger les vidéos par contre. Bon, l'autre truc vraiment important, je pense, sur cette formation, c'est la communauté. Donc, il y a un groupe Facebook pour répondre à vos questions. Donc, les questions qui intéressent, hein, enfin, vous pouvez poser librement vos questions, hein, on peut parler de plein de choses autour du yoga. Mais ce qui est précieux, à mon avis, pour vous, c'est de pouvoir dire, bah tiens, dans mon cours aujourd'hui, j'ai essayé de mettre en pratique tel conseil, mais avec tel élève, j'ai eu telle problématique, qu'est-ce que tu conseilles ? Donc moi je ne réponds jamais directement, je préfère toujours laisser répondre 5 autres élèves pour créer de l'interaction, puis après je vous donne mon avis. Voilà. Donc je réponds sur le groupe Facebook, je réponds par mail, j'essaye d'être la plus réactive possible, mais je pars quand même en vacances cet été, je dois vous le dire, donc je serai absente 2 semaines pendant cette formation. Et là j'essaierai vraiment de déconnecter des réseaux. Bon, la formation, j'ai essayé de la penser pour qu'elle soit vraiment axée sur votre pratique et qu'elle vous apporte des clés en tant que professeur de yoga. Et puis, il y aura 2 séances en direct, comme on vient de faire ce soir, où vous allez pouvoir me poser vos questions. Il y aura une séance à mi-parcours. Alors là, je tente quelque chose de nouveau sur cette promotion-là.
J'offre aux 10 premiers qui vont s'inscrire la possibilité de participer en direct au coaching. Donc, je ferai un coaching à mi-parcours. Je vous poserai des questions pour savoir si vous avez bien compris. Alors, attention, hein, c'est pas du tout en mode maîtresse d'école, vous avez bon, vous avez faux. C'est vraiment bienveillant et c'est pour que, justement, vous voyez, je vous pose des questions sous un autre angle. Je l'avais dit plein de fois, le coup de fait que le risque principal, c'était la chronicité. Mais en vous posant la question sous forme, quelle est vous la chose importante à laquelle vous devez faire attention quand vous avez un élève qui souffre du dos? Vous, votre truc, c'est qu'il ne devienne pas chronique. Et en vous posant la question différemment, en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'elle n'était pas complètement intégrée. Donc voilà, il y aura ce coaching de mi-parcours. Tout le monde y aura accès. Donc il y en a, les 10 premiers seront en live avec moi s'ils le souhaitent, évidemment. Je ne vais pas vous forcer. Et ensuite, tout le monde aura accès à ce coaching qui, à mon avis, fait vraiment progresser. Et puis, il y a une séance de clôture en direct et une attestation de fin de formation. Voilà, avec un petit diplôme des 15 heures de formation suivie si vous validez un quiz. Le tarif est de 4 fois 67 euros, ou bien si vous pouvez payer en une fois de 247 euros. Et il y a des bonus, hein, ça inclut aussi un truc très important. J'avais déjà proposé cette formation en vous proposant 3 ateliers. Alors, c'est vraiment important pour moi que vous compreniez ça. Partout, donc je vous dis, yoga contre le mal de dos, c'est 4 mêmes postures qui ressortent. Et je vous avais fait des ateliers dans lesquels je vous avais montré que pour l'élève raide, ça convenait pas très bien. Et que pour l'élève hyperlaxe, c'était pas très adapté non plus, en fait. Et je vous avais fait ces 2 exemples extrêmes pour vous prouver l'importance du bilan et de savoir adapter ce qu'on propose à son élève si on veut qu'il progresse. Donc, cette formation-là, je l'appelle maintenant formation découverte et elle est incluse dans la formation sur le mal de dos. Et puis, dans les précédentes promos, ils ont été très curieux, ils m'ont posé plein de questions auxquelles j'ai dû répondre en vidéo, donc elles sont aussi dedans. Les jeux de pression dans la cavité abdominopelvienne, le plancher pelvien, la respiration. Vous aviez plein de questions, c'était super, c'était très vivant. Voilà. Donc, il y a 7 jours d'ouverture comme d'habitude. Alors, je sais que ça agace certains, ce côté 7 jours pour se décider. Franchement, je suis toute seule à tout faire, là, pour l'instant. J'ai un peu d'aide par des assistantes, ça commence. Mais je peux absolument pas gérer la période de vente, où il faut être hyper présent, envoyer des mails sur les réseaux et tout, et la période où je vous accueille dans la formation. Je peux pas faire les deux. Donc, la formation, d'ailleurs, ne débutera que le vendredi, je sais plus combien, juin, je crois le 9 juin. Voilà. Vous vérifierez la date parce que j'ai un doute sur la date. Hein. Voilà. Et puis après, oui, je vous présente un peu le programme. Donc il y a 15 heures de formation et on commencera par une partie théorique avec ce qu'on vient de dire sur les notions de la douleur détaillées, les atteintes du dos les plus courantes, hein, on parle de l'arthrose, le spondylolisthésis, la scoliose, l'ostéoporose, tout ce que les tassements vertébraux, la hernie discale, la sciatique, tout ce que vous rencontrez en cours. Et à la fin de cette partie théorique, on fait un premier coaching et après, on attaque la partie pratique avec le bilan, comment faire un bilan dans un cours collectif. Et puis, on attaque la partie des postures. Voilà, vraiment, là il y a beaucoup de vidéos sur les postures, l'échauffement, les pranayamas au sens rééducatif du terme. Hein. Moi j'utilise les pranayamas pour rééduquer. Voilà, je vous laisserai lire les témoignages tranquillement. Ce qui est important à savoir, c'est que vous avez une garantie de 14 jours. Donc si vous vous inscrivez et que ça ne vous plaisait pas, je vous rembourse sans vous poser de questions sous 14 jours. Donc vous pouvez essayer et vous désinscrire. Je ne le prendrai pas mal. Voilà, donc il y a aussi 3 cadeaux ce soir et après, promis, je réponds à vos questions. Il y a le concours Instagram pour ceux qui laissent, on en a parlé en début de cours, hein, pour ceux qui laissent, vous vous souvenez, une idée sur ce qu'ils ont appris, ce qu'ils vont modifier en ayant écouté le live de ce soir, ce qu'ils vont modifier comme dans leur enseignement du yoga. N'oubliez pas de me taguer, sinon je ne saurais pas que vous avez participé. Le deuxième cadeau, c'est pour les 10 premiers inscrits. Ils vont pouvoir participer en direct au coaching avec moi. En moyenne, ça dure 2 heures, hein, ce coaching. Et puis, pour tous les autres, demain, vous recevrez par email un cadeau possible. Vous avez une petite action à faire. Et le cadeau que je vous propose, c'est de vous fournir la vidéo sur les drapeaux rouges parce que je trouve
intéressant quand même que vous sachiez éliminer les cas qui ne relèvent pas de votre cours et que vous sachiez les réadresser chez le médecin. Je ne vous les donne pas ce soir parce que même pour moi, ça fait long, des présentations trop longues comme ça en direct. Mais je vous promets, je vous la livre en vidéo demain avec une petite action si le live de ce soir vous a plu. Voilà, alors je m'arrête là et je vous écoute. Si vous avez des questions, donc voilà, est-ce que j'aborde ce que je viens de présenter dans la formation sur le mal de dos lombaire? Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, je vous ai fait un condensé, mais c'est tout le premier module. Voilà, tout ce premier module, là, je vais dans le détail. Et en plus, alors par contre, donc je vous ai fait d'une synthèse, mais en plus, vous avez accès, cette première conférence, c'est déjà la 3e fois que je la donne, et donc vous avez accès aux 2 premières fois où je l'ai donnée. Donc vous pouvez la réécouter 3 fois sous 3 formes différentes si vraiment vous avez envie de la réécouter. Donc Bernadette me dit, il est parfois difficile de trouver des arguments pour que la personne qui souffre du dos bouge son corps. Eh bien, le meilleur argument, c'est de lui dire que vous comprenez sa peur. Voilà. D'abord, ça c'est vraiment important qu'elle se sente en confiance avec vous et que vous comprenez sa peur. Et lui dire que c'est le seul traitement contre le mal de dos. La seule possibilité de soigner son mal de dos, c'est de le faire bouger. Il n'y en a pas d'autre. Voilà. Et donc, vous pouvez peut-être lui proposer la lecture du compte-rendu de l'HAS, mais bon, je sais très bien. Ce qui va marcher, c'est le fait de lui prouver qu'en rebougeant un petit peu, elle va avoir moins mal. Donc par exemple, simplement, classiquement, à 4 pattes, dos rond, dos de chat. Pardon. Pas lui dire qu'elle va avoir moins mal, mais lui dire qu'elle va pouvoir faire plus de choses. Donc, par exemple, moi, ce que je fais, donc dans le dos de chat et le dos creux, je prends en photo mes élèves. Bon, je comprends bien que vous ne puissiez pas faire ça, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Je les prends en photo et je leur montre la photo déjà. Alors, au début, ils sont stupéfaits. Ils disent, c'est mon dos, ça? Il bouge aussi peu que ça, parce que certaines personnes, je ne sais pas si vous avez remarqué, entre le dos rond et le dos creux, il n'y a quasiment pas d'amplitude, en fait. Et quand ils prennent conscience de cette raideur, déjà quand ils la visualisent, ça les interpelle. Et puis après, je peux les reprendre en photo 6 mois après et leur dire, vous avez vu comme vous avez progressé, ça va aller de mieux en mieux et vous allez gagner. Je pense que le seul moyen de convaincre, c'est que la personne prenne confiance. Alors, Mylène me dit, je suis déjà à ta formation anatomie, donc ça risque de faire beaucoup. Est-ce que tu lanceras d'autres sessions plus tard? Oui, je lancerai d'autres sessions plus tard. Par contre, ne me demandez pas quand. C'est vraiment beaucoup de travail de faire un lancement. Donc, je pense pas que je la relancerai en 2023. Alors, et pour te répondre, Mylène, les vidéos, donc c'est comme pour la formation anatomie, de manière contractuelle, je dis qu'elles sont accessibles 2 ans, mais en réalité, je ne compte pas vous couper l'accès. Parce que je comprends très bien, la formation, vous la faites une première fois. 6 mois, 1 an après, il y a un autre groupe qui arrive. On réactive le groupe, on se repose des questions et vous intégrez des choses nouvelles. Je sais pertinemment qu'il y a beaucoup de contenu et que donc il faut du temps pour l'intégrer. Mais enfin, Mylène aussi, franchement, ça me fait vraiment plaisir que vous suiviez la formation anatomie. Et si c'est juste réouvrir la formation pour vous qui avez déjà suivi, vous me demanderez et je vous la réouvrirai. Céline me dit, quand je me suis inscrite à la formation l'année dernière, j'avais mal au dos depuis 2 ans et en apprenant à voir ma douleur autrement, grâce à tes explications, aujourd'hui cette douleur s'est dissipée. Elle n'a pas disparu complètement, elle revient de temps en temps, mais rien à voir avec celle d'avant. Super formation avec Muriel, c'est vraiment un gros atout pour un professeur de yoga. Muriel est top, toujours agréable et nous stimule en permanence. Merci beaucoup Céline, je ne pouvais pas avoir un meilleur commentaire que de savoir, parce que je savais pas, j'avais pas vraiment intégré que tu avais mal au dos ou j'avais confondu avec quelqu'un d'autre, je sais pas, parce que vous êtes plusieurs à vous inscrire en tant que professeur de yoga parce que vous avez mal au dos. Et c'est exactement ça que je veux vous dire. Ne vous inscrivez pas en espérant ne plus avoir mal au dos du tout. Vous mentir complètement là. Si vous avez mal au dos depuis longtemps, on va apprendre à gérer cette douleur. Et je vous ai dit, on va améliorer la fonction avant d'améliorer la douleur. Vincent, j'imagine. Merci beaucoup Muriel. Tes formations sont vraiment intéressantes et formatrices et constituent un excellent support pour nos cours de yoga. Là, je termine la formation en cours sur l'anatomie. Voilà. Merci beaucoup à ceux qui suivent l'anatomie d'avoir participé à ce live ce soir. Voilà, vous êtes... Alors, Nathalie me dit, j'hésite avec la formation d'anatomie car mes élèves n'ont pas que mal au dos. Qu'en penses-tu ?
J'en pense, Nathalie, que c'est pas le même investissement. La formation d'anatomie, elle dure 8 mois, donc elle est vraiment transformatrice dans la pratique. On voit tout le corps humain, c'est un vrai gros investissement. Donc si vous ne me connaissez pas du tout, que vous vous êtes jamais inscrite avec moi et que vous hésitez par exemple à vous inscrire sur un gros parcours, commencez par un petit. Les deux sont complémentaires. Les gens qui font l'anatomie, on rentre pas dans le détail autant pour le traitement du mal de dos. On peut pas, ça dure déjà 8 mois. Hein. Donc les deux sont complémentaires, donc vous commencez bien dans l'ordre que vous voulez. Je vais m'inscrire pour cette session géniale. Merci Christelle, c'est super. En plus, vous avez toutes vos chances de faire partie des 10 premiers. François, bonsoir François, merci d'être là. Que faire avec une élève qui a vraiment des douleurs dans le sphinx? Alors, eh bien, au lieu de la mettre... Alors, elle a des douleurs parce que le sphinx, c'est passif. Donc, c'est-à-dire qu'elle ne contracte pas forcément. Donc déjà, la première étape, c'est de vérifier si on peut la faire passer en actif, c'est-à-dire engager ses bandas, engager une respiration Ujjayi. François, comme je sais que vous me suivez depuis longtemps, je suppose que vous avez déjà essayé. Donc l'autre option, c'est au lieu de la faire mettre sur les coudes, de la faire mettre sur le bout des doigts, simplement, je ne sais pas si vous voyez mes doigts, bout des doigts en araignée, comme ça, ventousé au sol, large en dehors du tapis et bien au-dessus de la tête. Comme ça, elle va prendre appui légèrement avec les bras, elle va être vraiment sur un travail actif et même si, vous lui dites, même si elle soulève de 2 cm, c'est pas grave. Mais au moins, elle commence à s'habituer avec l'extension. Voilà, en général ça passe bien et si vraiment ça passe pas, eh bien il faut retravailler le cambré dans les positions 4 pattes sans contrainte et puis lui dire, parce que souvent c'est des fausses croyances, donc lui dire ah mais regardez à 4 pattes vous arrivez très bien à cambrer, c'est étonnant que vous n'y arriviez pas à plat ventre, voilà, ou des choses comme ça. Merci Carline d'avoir été présente. Merci Francine va s'inscrire également, merci beaucoup, je suis vraiment très touchée. Et vous ferez partie des 10 premiers, c'est quasiment certain. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, profitez-en, je suis toute oui. Comment on s'inscrit? Oui, c'est important. Je vais vous donner le lien. Donc vous allez pouvoir, je vous dirai ma conviction après. Je vais vous donner le lien dans le chat. Sinon, vous pouvez aller sur Adapter son yoga et dans les formations, ça y est. Voilà. Et sinon, vous avez le lien dans le chat. Parce qu'on m'a beaucoup dit, oui, ben c'est quand même plutôt le travail du kiné, pourquoi est-ce que tu formes les profs de yoga à accueillir des patients qui souffrent du mal de dos? C'est parce que nous, on a vraiment besoin de relais en ville. Et on a des patients qui sont en général des patients vraiment chroniques, vraiment difficiles, qui ne pourraient pas aller tout seuls en cours de yoga, parce qu'on a vraiment des atteintes plus lourdes. Quand enfin on arrive à leur donner suffisamment confiance en eux et que, comme ils font du yoga par exemple thérapeutique avec moi, ils disent ah j'aimerais bien aller dans un cours de yoga en ville, eh bien c'est très dur de trouver un cours de yoga qui soit adapté à leur niveau. Parce que ça demande de se former, ça demande d'être progressif, bienveillant, d'avoir ce même discours là pour lequel vous vous êtes un peu éduqué ce soir. Et du coup, c'est ça qui fait que c'est vraiment important même pour les praticiens comme nous, d'avoir des relais en ville efficaces. Merci Vincent, je te souhaite une bonne soirée, ou je vous souhaite une bonne soirée, je ne sais pas trop. Alors, aucun problème si vous ne pouvez pas commencer le 9 juin, parce que les vidéos arrivent toutes les semaines. Après, vous avez une semaine pour la regarder. Donc là, les vidéos arrivent le vendredi pour le week-end. Donc comme ça, vous la regardez dans le week-end. Vous avez une semaine et puis je vous pose des questions sur le groupe. Donc les vidéos, alors vous avez deux options. Moi, je vous conseille d'essayer de suivre le rythme du groupe parce que c'est stimulant. Mais si vous n'y arrivez pas, si vous êtes en train de valider votre diplôme de yoga ou je sais pas quoi, de toute façon, vous avez un accès à vie, vous pouvez prendre la promo d'après, c'est pas un problème. Mais bon, c'est vrai que c'est sympa de suivre le groupe, la promotion. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Si vous en avez sur le mal de dos, j'y réponds avec plaisir. Alors, j'avais eu des questions par mail sur le spondylolisthésis. Je ne préfère pas en parler ce soir. Non pas que j'ai pas envie, c'est juste parce que c'est trop technique. Et il faudrait vraiment prendre son temps. Et donc, je vous rappelle que j'ai fait un article, tout un article écrit et un podcast parce que c'est un sujet vraiment compliqué à comprendre comme ça. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Merci Sylvie pour vos recommandations.
Et puis pour ceux qui hésitent à s'inscrire, donc je vous mets mon mail aussi dans le chat. Vous n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions concrètes. Je vous rappelle, il n'y a pas de souci. Voilà, juste un petit point. C'est pas mal d'avoir, pour s'inscrire quand même, c'est pas mal d'être un peu à l'aise au niveau informatique, d'avoir une bonne connexion Internet et de savoir se connecter avec un compte, par exemple, mémoriser son mot de passe. Voilà, c'est important. Après, sur la plateforme, c'est très simple. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée s'il n'y a pas d'autres questions et je vous dis à très vite. Au revoir.